Bonjour tout le monde. Nouvelle vidéo aujourd'hui, une vidéo qui prend le pas sur le chapitre 1 de la fois dernière du thème 3 de géographie qui portait sur la fragmentation des espaces ruraux. Et aujourd'hui on va voir du coup la suite, le chapitre 2 qui s'intitule, et vous le voyez déjà à l'écran, Affirmation des fonctions non agricoles et conflits d'usage. Alors cette vidéo elle s'adresse à la fois à mes premières générales et aussi technologiques, puisque ici on a un chapitre commun aux deux niveaux. Alors, dans ce chapitre, il va falloir définir ici les deux termes essentiels. Le premier, c'est celui des fonctions non agricoles. Alors ici, on est toujours dans le thème des espaces ruraux. Alors qu'est-ce que c'est ces fonctions non agricoles des espaces ruraux? C'est tout simplement le terme de la multifonctionnalité de ces espaces ruraux qu'on a vu la fois dernière et qu'on a vu notamment en fin de chapitre 1. C'est-à-dire que les espaces ruraux ne sont pas seulement des espaces où on y fait de l'agriculture. On y fait plein d'autres choses et vous allez voir dans ce chapitre que l'agriculture n'est qu'une petite partie au final ici de ces espaces ruraux. Le deuxième terme, c'est celui de conflit d'usage. Alors, un conflit d'usage, qu'est-ce que c'est? Un conflit d'usage, ce sont des rivalités opposant les acteurs spatiaux autour d'une ressource ou d'un territoire. Alors pour que ce soit plus simple pour vous, un conflit d'usage, c'est tout simplement le fait qu'on puisse avoir des conflits, des tensions qui s'installent autour d'une ressource, quelle qu'elle soit, l'eau, la terre, les différentes énergies, entre différents acteurs, ça peut être différentes personnes, qui vont se disputer cette ressource, tout simplement. Alors prenons tout simplement le cas de Peppa Pig. Peppa Pig le matin, elle boit dans mon bol de lait. Et donc ici, on est face à un conflit d'usage, puisque on a une ressource dans ce contexte-là qui est le lait, qui est à la fois partagée par moi et par Peppa. Et donc, ça crée des conflits, ça crée des tensions, puisque on a chacun une utilisation différente de cette ressource. Hein? Il faudrait que tu maigrisses, toi, un peu. Hein? Alors, je vous mets deux documents d'introduction. Ces deux documents, ce sont deux photographies. La première qui se passe au Maroc et la deuxième en Allemagne. Alors, on a des points communs dans ces deux photos. Et c'est le thème de notre leçon, vous le voyez bien, on est dans un paysage rural. La première, on est dans un oasis ici au Maroc, et dans la seconde photographie, on peut voir très bien qu'avec les animaux présents, on est ici dans un espace qui est rural. Mais ce qui est important, c'est de voir les différences, et notamment ce qui se passe autour de ce paysage. Dans la première photographie, on peut voir au premier plan deux touristes. Alors deux touristes, parce que ça n'a pas l'air d'être des personnes locales, la manière dont ils sont habillés, ce qu'ils ont l'air de faire, on voit une dame qui a l'air de prendre des photographies du paysage, bref, on y voit deux touristes. Et dans la seconde photographie, on peut y voir des panneaux photovoltaïques qui servent ici à capter l'énergie solaire pour la transformer en électricité par exemple. Alors, ici, ces différences entre les deux photographies font qu'elles ont un point commun. Ici, le point commun, c'est que on est face à des espaces ruraux qui ne sont pas seulement agricoles. Et on peut voir qu'on a d'autres utilités à ces paysages. Et c'est ce qu'on appelle, et on l'avait vu dans le chapitre 1, la multifonctionnalité. C'est-à-dire que ces paysages-là, enfin ces espaces-là, ne servent pas seulement à faire de l'agriculture. On a d'autres activités qui viennent se greffer. Le tourisme, vous le voyez sur la première photographie, et notamment on va développer une notion dans ce cours qui sera l'agrotourisme. Et dans la seconde photographie, ici, le fait qu'on utilise ces espaces pour capter l'énergie plus facilement que ce qu'on pourrait faire en ville, comme vous pouvez vous en douter. Je vous mets ce qu'il y a à prendre en note de l'introduction et la problématique principale ici de notre chapitre que je vous dicte. Pourquoi la multifonctionnalité rurale est-elle source de conflits d'usage? Et oui, parce que ces deux activités ici qu'on peut voir sur la photographie peuvent amener des tensions ici entre les différents acteurs de ces espaces-là. Alors pas seulement les acteurs des espaces ruraux, lui il a faim, mais également entre les acteurs des espaces ruraux, mais aussi des espaces urbains. Puisqu'on avait vu dans le premier chapitre qu'on avait un espace urbain qui empiétait parfois sur l'espace rural, et on verra que ça ne se fera pas sans tension. Alors grand 1, l'affirmation des fonctions non agricoles. Petit a,
une industrie rurale très ancienne. Alors à l'écran, je vous mets les documents que vous retrouvez en PDF à chaque fois, avec des exercices également qui apparaissent tout au fil de cette vidéo, mais également tout au long de votre PDF. Et comme d'habitude, vous pouvez me le rendre afin que j'y apporte une correction. Alors, sur les deux premières cartes que vous avez à l'écran, vous pouvez remarquer une chose. C'est que on peut voir que dans les pays développés, mais aussi dans les pays émergents, plus de 85% de la population vivant à la campagne ne travaille pas dans l'agriculture. Donc on voit bien, à travers ces deux cartes, que le monde rural n'est pas, et de loin, un monde de l'agriculture. En tout cas, pas seulement. Elle se répartit entre les services et l'industrie. La localisation de l'industrie dans les espaces ruraux continue de répondre à la présence de main-d'œuvre moins payée qu'en ville. Comme dans l'industrie textile en Chine, par exemple. On est moins payé à la campagne qu'en ville. Mais aussi, cette localisation de l'industrie répond à la présence ici de matières premières énergétiques, comme en Inde, par exemple, ou agricoles, pour les industries agroalimentaires, par exemple. Et donc, les campagnes, les espaces ruraux, recèlent en leur sein des ressources qu'on ne trouve pas en ville, pas toujours, et donc ça en fait des espaces essentiels à l'industrie. Et donc c'est pour ça que ces espaces ruraux ne sont pas seulement des espaces agricoles. On y fait plein d'autres choses. Alors vous avez à l'écran ce que vous pouvez prendre en note dans le cadre de ce petit A. Petit B maintenant, un tourisme rural qui se développe. C'est un peu ce qu'on a vu dans l'introduction, c'est que dans ces espaces ruraux, comme multifonctionnalité qu'on peut avoir autre que l'agriculture, ça peut être le tourisme. Et vous pouvez voir avec la première carte qui apparaît à l'écran que ce tourisme rural, il est né tout d'abord en Europe, en particulier dans les pays tels que la France, l'Italie ou encore l'Espagne. Et ce tourisme rural, il témoigne du changement de regard sur les espaces ruraux qui ont longtemps été considérés comme étant des espaces archaïques et peu attrayants. Généralement, il y avait l'image ici de territoires qui étaient très isolés, très profonds, très obscurs. Aujourd'hui, on a un tout autre regard sur ces espaces-là. Et les touristes viennent majoritairement des métropoles des pays développés et émergents, comme l'atteste la carte. Et ces espaces ruraux deviennent donc des destinations touristiques qui sont dignes d'intérêt. Et donc, on a un tourisme qui se fait essentiellement de la ville vers la campagne. Chose qu'il y a 40-50 ans était assez peu développée. Donc c'est quelque chose qui est assez récent. Et ce tourisme rural, on lui donne un nom que je vous ai déjà donné dans l'introduction, c'est l'agrotourisme, qui favorise la pluriactivité des agriculteurs et mobilise surtout un tourisme national ou régional, comme en Europe, au sud du Brésil et en Californie. Il est souvent couplé avec ce que l'on nomme l'écotourisme, qui valorise les paysages naturels et attire davantage les touristes internationaux, comme c'est le cas au Costa Rica ou au Kenya. Donc, vous avez deux notions ici qui sont à connaître, celle d'agrotourisme qui lie à la fois agriculture et tourisme, puisque l'agriculture ne disparaît pas dans cette multifonctionnalité, le tourisme est un complément à l'agriculture, souvent un complément de salaire d'ailleurs, puisque les agriculteurs ici ont des salaires très bas. Et la deuxième notion, c'est celle d'écotourisme, c'est-à-dire que dans certains pays, comme le Costa Rica, comme je l'ai dit, on va valoriser un tourisme écologique, c'est-à-dire un tourisme qui va mettre en avant la nature et notamment ses espaces naturels. Le Costa Rica, encore une fois, est très réputé dans ce tourisme, dans cet écotourisme, où vous pouvez aller visiter là-bas les forêts costaricaines, et avec énormément d'espaces qui sont protégés. Même si le tourisme ici, au Costa Rica, tend à dégrader malgré tout cet écosystème, bien qu'on y fasse attention. Mais si vous allez dans des pays aujourd'hui comme l'Italie, ce tourisme de masse, c'est-à-dire ici cet afflux touristique très important, nuit à l'écosystème. Et au Costa Rica, c'est un peu le tourisme intelligent aussi qui est pratiqué, dans la mesure du possible, bien entendu. Vous avez à l'écran ce que vous pouvez prendre en note. Petit c,
l'essor de l'économie présentielle. Alors, petit rappel de ce qu'on a vu dans le chapitre 1, l'économie présentielle, et je vous le remets dans la fiche de vocabulaire, c'est une économie qui repose sur la production de biens et de services visant à la satisfaction des besoins des personnes présentes sur le territoire, qu'il s'agisse des résidents permanents ou des touristes. Et cette économie présentielle, elle prend toute son importance ici dans ces espaces non agricoles. Et vous pouvez le voir notamment avec les documents que je vous mets à l'écran, puisque vous avez ici la rue commerçante de la Chaux-de-Fonds qui montre bien ici qu'on est dans un véritable essor des petites villes dans les espaces ruraux, avec ici des commerces locaux qui sont là avant tout pour satisfaire les besoins des habitants de la ville. Cette économie présentielle, elle dynamise donc certains territoires ruraux. La consommation induite par la présence cumulée des touristes et des résidents permanents stimule les services à la personne, l'artisanat, le commerce et les services publics. C'est du gagnant-gagnant. Ça satisfait à la fois les habitants, mais également les personnes qui viennent visiter la ville. Ces activités sont très développées sur les littoraux et leur arrière-pays. C'est le cas, par exemple, en Europe méditerranéenne. Dans notre région, par exemple, on a ici cette économie présentielle qui est très présente, qui satisfait à la fois les locaux, mais aussi les touristes. Mais on a également cette économie présentielle qui est présente dans les campagnes proches des grandes métropoles, notamment celles d'Europe du Nord, des États-Unis et du Canada, par exemple. Je vous mets à l'écran ce que vous pouvez prendre en note. Deuxième grande partie, grand 2, des relations paradoxales entre ville et campagne. Petit a, ville et campagne sont interdépendantes. Alors, tout d'abord, avec les documents que je vous mets à l'écran, on peut voir que ces espaces urbains fournissent de très nombreux services aux populations des espaces ruraux, comme le soin, l'éducation, l'administration ou encore le commerce. C'est le cas en Inde, on peut le voir dans la première photographie, avec le Lifeline Express, qui est un hôpital installé dans un train qui parcourt les campagnes pour soigner les populations rurales qui n'ont pas facilement accès à la médecine. Les ports et les aéroports présents à proximité des métropoles permettent d'expédier les produits agricoles sur de longues distances. Donc on apprend dans ces documents que les espaces ruraux sont des espaces où il n'y a pas toujours les services qui sont disponibles dans les espaces urbains, et que le dynamisme des espaces urbains peut profiter aux campagnes. Et cet exemple ici de cet hôpital dans un train qui va circuler ici dans les campagnes en Inde en est un exemple flagrant. En retour, les espaces ruraux jouent un rôle essentiel dans l'alimentation des populations urbaines. Et oui, les espaces urbains peuvent dynamiser les espaces ruraux et notamment leur permettre un accès ici à certains services, mais cette relation, elle peut être également inversée avec ces espaces ruraux qui vont pouvoir aider ces espaces ruraux, notamment ici dans l'approvisionnement en alimentation. Certaines métropoles restent entourées de vastes zones agricoles. Alors c'est le cas à Mexico, Chicago ou Alger. Et les espaces ruraux proposent également de grandes réserves d'espace pour les loisirs et les pratiques récréatives des citadins. Or c'est le cas des randonnées, VTT ou sports nautiques, par exemple. Donc, la ville peut aider la campagne peut également aider la ville, en s'approvisionnant pour l'alimentation, mais également en lui proposant des espaces qui n'existent pas toujours en ville, ici pour notamment les activités récréatives. Vous pouvez prendre en note ici cette leçon. Petit b, une opposition ville-campagne qui s'atténue. Alors on va faire un petit rappel de ce qu'on a vu dans le chapitre 1, puisque vous pouvez le voir notamment sur les documents que je vous mets à l'écran, qu'en Europe et en Amérique du Nord, l'installation en périphérie des villes de citadins se rendant chaque jour au travail en voiture a favorisé ce qu'on appelle la périurbanisation. C'est-à-dire ici des personnes, les urbains, qui vont s'éloigner de plus en plus des centres-villes pour s'installer à la périphérie des villes et qui vont se rendre au travail en voiture, puisque ici le trajet s'allonge, mais qui a pour effet néfaste ici de grignoter petit à petit les espaces ruraux, puisque la ville s'agrandit,
On l'a vu, ce terme, c'est notamment l'étalement urbain, mais ça se fait au profit de la ville, mais pas au profit de la campagne. Et donc, dans ces espaces périurbains, on va avoir un paysage qui va être surtout ici sous forme de lotissement pavillonnaire, et ce grignotage des espaces ruraux par les espaces urbains, on l'appelle le mitage. Et donc, on va avoir, comme vous pouvez le voir ici sur le document, cette photographie satellitaire de la petite ville de Bourg-en-Bresse dans l'Ain. Ici, l'exemple flagrant de ces terres agricoles qui vont perdre de plus en plus du terrain par rapport à la ville. Et même ici, au niveau des rizières à Shenzhen en Chine, puisqu'on peut y voir dans ce deuxième document que les métropoles comme Shenzhen, mais d'autres comme Ho Chi Minh Ville par exemple, ou Bangkok également, incluent des espaces agricoles à très forte densité de population, du fait de la main-d'œuvre abondante qu'exige la riziculture. Et ces interactions favorisent la diffusion du mode de vie urbain en direction des campagnes. Pratiques alimentaires, équipements domestiques par exemple. Vous pouvez prendre en note ici la leçon du petit b. Alors, dernière sous-partie de ce grand 2, petit c, le regard des citadins sur la ruralité évolue. Et oui, on l'a un peu dit tout à l'heure, la ruralité n'a pas la même image que ce qu'elle pouvait avoir il y a 30-40 ans. En Europe et en Amérique du Nord, les campagnes ont donc longtemps fait l'objet de représentations qui étaient négatives. L'arriération, l'isolement, les campagnes profondes, bref, je l'ai dit tout à l'heure. Mais cette image a évolué positivement. Et donc, on a des néo-ruraux, des personnes qui vivent à la campagne depuis peu, qui se sont installées depuis peu, qui viennent des espaces urbains, sont à la recherche de ce qu'on appelle les aménités. Les aménités, je vous les mets dans votre chiffre de vocabulaire, ce sont des éléments agréables de l'environnement naturel et social qui contribuent à l'attractivité d'un lieu. Et donc, on a des personnes qui viennent de la ville, qui se sont installées à la campagne, ces néo-ruraux, qui contribuent à faire ce qu'on appelle la renaissance rurale. Et donc à faire revivre les campagnes et à faire sortir un peu ces espaces ruraux de leur image, leur stéréotype ici d'espace qui serait plus arriéré que ce qu'on pourrait trouver dans les villes. Désormais, les habitants des villes développent de nouvelles exigences de consommation. C'est par exemple le cas des produits labellisés du terroir, la traçabilité des produits, qui sont des gages de qualité et de proximité des productions agricoles. En Asie, en Afrique et même en Amérique latine, les nombreux marchés de producteurs sont fréquentés par les citadins peu aisés, comme sur le marché du port d'Iquitos, c'est notamment le cas du troisième document que je vous mets à l'écran, même également sur le fleuve Amazon ou même au Pérou. C'est-à-dire ici que dans ces espaces ruraux, de plus en plus, ce sont des espaces dans lesquels on développe une image de qualité du produit. Et dans ce monde qui se dessine, qui est de plus en plus basé sur notamment l'agriculture biologique, sur les nouvelles modes de consommation, sur le fait de ne pas, de moins consommer de viande, ou alors de la consommer plus éthique, les espaces ruraux sont en première ligne. Généralement, lorsqu'on va chez un producteur local plutôt que dans une grande surface, on a ici des produits qui sont considérés comme étant plus fiables, moins transformés, parfois moins chers, qui ont fait moins de trajets dans des camions ou dans des avions qui ont transporté des produits parfois sur des centaines de kilomètres. Bref, les espaces ruraux ont des nouvelles qualités qui ont transformé positivement leur image. Vous pouvez prendre notre leçon. Dernière grande partie de notre chapitre, grand 3, une multifonctionnalité, facteur de conflit, source de conflit. Petit a, l'accès à la terre, une source de conflit. Et oui, on rentre ici dans les conflits d'usage dont on a brièvement parlé en introduction, puisque le fait que les espaces ruraux ne soient plus seulement des espaces agricoles, mais qu'on y fait plein d'autres choses, le fait que ces espaces ruraux soient en contact constant et parfois en imbrication avec les espaces urbains, crée des conflits, puisqu'on a des nouveaux usages, des nouvelles habitudes qui transforment la société, et comme chaque transformation, cela ne se fait pas sans douleur, si je puis dire.
Donc, dans certains pays, des agriculteurs souffrent d'une répartition des terres très inégale, la plupart du temps pour des raisons historiques et politiques. Comme au Brésil, la carte nous le montre d'ailleurs, de grandes exploitations se sont constituées avec la colonisation portugaise à partir du XVIe siècle. Mais la réforme agraire n'a toujours pas été faite. Cette situation est aggravée par le développement minier, comme au Pérou ou aux Philippines, ou par l'accaparement des terres, et ça on l'a vu dans le chapitre précédent. C'est-à-dire ici qu'on a des inégalités dans le sein des espaces ruraux dans le monde, et certains ont des grandes terres, d'autres de moins importantes, et ça peut créer ici des inégalités dans le fait que y en a qui vont produire beaucoup plus et d'autres vont être dans une agriculture beaucoup plus vivrière. Des inégalités en ce qui concerne ici les moyens qui sont mis en œuvre dans l'agriculture, le fait qu'on soit dans une agriculture mécanisée ou pas, mais aussi dans ce qu'on appelle l'accaparement des terres, et on l'a vu dans le chapitre précédent, je crois que c'était un exemple au Nigeria, et notamment, vous pouvez voir ici l'entreprise de Singapour qui avait acheté des terres pour y faire une plantation de palmiers à huile, et ça a provoqué le mécontentement des populations. Donc là, on est vraiment face à des conflits d'usage. On appelle la même utilisation des terres agricoles. Cependant, les terres cultivables se raréfient. En 50 ans, la progression des terres cultivées a été 10 fois moins rapide que celle de la population mondiale, qui, elle, ne cesse d'augmenter. Le nombre d'hectares concernés par l'accaparement des terres a été multiplié par 16 entre 2007 et 2019. Les pays développés, comme les États-Unis ou le Royaume-Uni, et les pays émergents, Chine, Brésil par exemple, achètent ou louent le plus de terres, surtout en Afrique subsaharienne, région du monde où les terres manquent déjà le plus et où la situation alimentaire est déjà particulièrement tendue. Je vous avais proposé également un exercice sur ces documents que vous avez au tableau, qui était le fait de critiquer les choix qui avaient été faits, les choix cartographiques, pour effectuer ce tracé du planisphère. Enfin, pour effectuer cette carte. Déjà, commençons par les choix intelligents qui ont été faits. On peut mettre en avant le dégradé de couleur du vert au clair foncé pour représenter l'importance croissante de l'accaparement des terres. Encore une fois, représenter ici les espaces ruraux, cet accaparement de terres, bref, tout ce qui touche ici à ces espaces ruraux en vert est quelque chose d'assez pertinent. Pareil, les chiffres qui sont notés en vert afin de représenter le nombre d'hectares agricoles accaparés par des investisseurs étrangers est là aussi extrêmement bien fait. Par contre, ce qu'on pourrait critiquer négativement, c'est ici les cercles violets qui sont là pour représenter les pays étrangers qui achètent ou louent des terres à l'étranger. Et la couleur violette n'est pas cohérente ici. Pourquoi ? Parce qu'on a une couleur froide alors que le phénomène est massif. Et lorsqu'on a un phénomène important, un phénomène massif ici à représenter sur un croquis, représentez-le par la couleur la plus vive et la plus représentative, le rouge. D'accord ? Le violet n'est à utiliser vraiment que si ici vous n'avez pas, vous avez déjà utilisé le rouge pour un autre phénomène massif et que vous souhaitez utiliser cette couleur en dernier recours, c'est-à-dire. Également, la limite nord-sud a été représentée par un pointillé bleu. Là encore, le choix du bleu n'est pas logique. Il s'agit d'une couleur qui est froide et une autre couleur plus neutre comme le noir aurait été préférable. Puisque ici, un trait bleu par exemple pour représenter cette limite nord-sud équivaut plutôt à représenter un fleuve par exemple, plutôt ici qu'une délimitation. Délimitation, les frontières par exemple, plutôt utiliser le noir. Ça marque vraiment ici une sorte de frontière ou même d'espace invisible ici comme l'est cette limite nord-sud. Et je vous mets à l'écran ce que vous pouvez prendre en note pour ici ce petit A. Petit b, l'accès à l'eau, une source de conflit. Et oui, dans ces espaces ruraux, on a des conflits qui tournent autour des ressources, et ces ressources, souvent, c'est l'eau. Ressource ô combien essentielle pour l'être humain, mais pas seulement pour un besoin vital, puisque l'eau sert également à plein d'autres activités, notamment l'irrigation. Irrigation qui est beaucoup utilisée dans le domaine de l'agriculture. Et donc, cette utilisation agricole de l'eau pour l'irrigation
entrent parfois en concurrence avec les usages domestiques. Alors c'est le cas par exemple en Espagne, lors de la période estivale. Lors également d'usages touristiques, c'est le cas en Tunisie, mais là c'est toute l'année. Ça peut être un cas industriel également, comme ça peut l'être en Inde, ou énergétique, comme en Égypte, par exemple avec le barrage d'Assouan qui retient les eaux du Nil. Bref, toutes ces situations débouchent sur des conflits d'usage. Les acteurs locaux ont une ressource qu'ils doivent partager, mais ils n'en ont pas du tout la même utilisation, et l'utilisation que chacun de ces acteurs en fait a un impact négatif sur l'autre. Et donc, ça débouche sur un conflit. Le recours massif aux engrais chimiques et aux produits phytosanitaires de certains agriculteurs favorise aussi la pollution de l'eau. Alors c'est le cas en Chine, mais en Europe également. Il devient donc plus compliqué à accéder à une eau en quantité et en qualité suffisante dans certaines zones de la planète. Et oui, vous prenez par exemple le cas du fleuve du Rio Grande aux États-Unis, entre les États-Unis et le Mexique, qu'on appelle également le Rio Bravo. Vous avez un fleuve qui part de l'amont aux États-Unis pour arriver en aval au Mexique, et les Mexicains sont souvent furieux parce que les Américains polluent beaucoup les eaux de ce fleuve, et l'eau arrive très salée et en faible quantité au Mexique. Et donc, une fois qu'elle arrive au Mexique, cette eau est quasiment inutilisable. Et donc, un fleuve qui est commun aux deux pays et qui doit être utilisé normalement, équitablement, entre ces deux pays, ne l'est pas. Et c'est un peu le rapport du plus fort. Et du coup, on a ici un conflit d'usage très important entre ces deux pays. Et c'est une situation qui se répète de manière très fréquente entre globalement tous les pays du monde, puisque l'eau est une ressource de plus en plus rare sur notre planète. Vous avez en note la leçon que vous pouvez prendre. Enfin, dernière sous-partie de notre leçon, petit c, des acteurs qui protègent les espaces ruraux. Et oui, il en faut. Ces espaces ruraux étant des espaces qui se font grignoter, dans lesquels on a des conflits d'usage, dans lesquels donc les espaces urbains amènent des nouvelles manières ici de vivre, les acteurs de ces espaces ruraux essaient de les protéger. Alors d'une part pour protéger leur écosystème, bien entendu, mais aussi pour se protéger de ces nouvelles manières de vivre qui peuvent déboucher sur des conflits. Alors, on a des États qui vont carrément avoir une protection volontariste du patrimoine naturel par des opérations qu'on appelle de patrimonialisation. Alors c'est le cas au Venezuela ou en Slovénie. Et cette patrimonialisation, je vous l'ai mis sur votre fiche de vocabulaire, c'est ce processus de conservation des biens naturels et culturels que l'on souhaite transmettre aux générations futures. Protéger l'espace dans lequel on vit. Et donc, cette protection induit des règles dans ces espaces-là qui peuvent ne pas exister à d'autres endroits du pays. Certains pays choisissent, eux, de sanctuariser carrément certains espaces ruraux, tout en favorisant ce qu'on appelle l'anthropisation d'autres zones, comme c'est le cas en Canada. Alors l'anthropisation, c'est la transformation de paysages, d'écosystèmes ou de milieux sous l'action de l'homme. Et donc là, on a un mix entre action humaine et protection du milieu naturel. Des élus et des citoyens contribuent, donc à une échelle plus locale, au maintien de l'agriculture ou de ceinture verte. Alors c'est le cas autour de la ville de Londres. Et ça on l'a vu dans le thème 2. Rappelez-vous ce qu'on avait appelé la Green Belt, lorsqu'on a fait ce schéma de cette ville londonienne. On avait vu qu'on avait ici une ceinture verte qui avait été délimitée autour de Londres pour empêcher ici l'étalement urbain de la ville et donc protéger ici cet espace en périphérie. Et donc on est vraiment ici dans une logique de protection de l'espace rural. Et la conciliation entre protection environnementale et développement économique est parfois pas toujours évident. Mais le développement de certaines activités dans les espaces ruraux qui nécessitent des aménagements peuvent générer ce qu'on appelle un syndrome, qui est le syndrome NIMBY. NIMBY, c'est l'abréviation de Not in my backyard, et c'est une attitude d'une personne ou d'un groupe de personnes qui refusent l'implantation d'une infrastructure dans leur environnement. Et donc ici, on a également ce qui se développe, une manière de penser qui vise à la protection de ces espaces-là et
où des personnes vont refuser quasi systématiquement la plantation d'une infrastructure qui peut nuire à leur environnement, souvent une infrastructure ici industrielle. Vous pouvez prendre en note la leçon du petit c. Alors en conclusion, comme d'habitude, rappelons la problématique. On s'était demandé pourquoi ces espaces ruraux qui sont multifonctionnels amènent à des conflits d'usage. Alors tout d'abord, ces espaces ruraux présentent une grande diversité de leurs fonctions. C'est des espaces multifonctionnels. L'agriculture reste dominante, certes, mais les agriculteurs, souvent par nécessité, diversifient leur activité. Les industries et le tourisme y sont donc présents et l'économie présentielle s'y développe. Cette multifonctionnalité des espaces ruraux en dynamise certains, ceux qui sont plus proches des grandes métropoles, qui profitent des bienfaits de celles-ci, mais génère aussi des crispations, des tensions, des conflits d'usage dans les campagnes entre les agriculteurs et les populations locales et les entrepreneurs d'autres secteurs d'activité. Vous avez sur votre PDF, mais je vous le mets également à l'écran, ici un schéma bilan qui reprend les différents points ici de ce chapitre qu'on a vu dans cette vidéo, quelques chiffres clés, mais également, comme d'habitude, ici une petite carte mentale représentant ici les dynamiques qu'il peut y avoir dans ces espaces ruraux multifonctionnels et parfois source de conflits d'usage que je vous invite ici à imprimer et coller à la suite de votre cours afin de faciliter vos révisions. Je vous souhaite à tous donc de bonnes révisions et je vous mets une petite évaluation que vous pouvez me rendre qui sera notée pour ce troisième trimestre en rapport avec les 2 premiers chapitres de ce thème 3. Et on se retrouve donc dans une prochaine vidéo pour ce dernier chapitre qui sera consacré au même thème de ces espaces ruraux mais à l'échelle de la France. Bonne révision et bonne chance à ceux qui vont faire l'évaluation.